On va s'intéresser à l'entreprise, à sa prise de décision, à ses inquiétudes, à ses angoisses. L'entreprise, c'est comme un être humain, évidemment percuté de plein fouet par cette crise Covid. Ça fait 1 an, évidemment, c'est un jour sans fin. On va en parler avec 2 experts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut penser l'avenir? Le monde d'après? On en parle avec eux, 2 spécialistes de ce sujet. Ils seront avec nous juste après cette pause. Le cercle RH, un jour sans fin. Vous avez vu, c'est les titres dans la presse. Ça va faire 1 an, avec quelques jours évidemment, et 1 an que les premiers PGE avaient été signés, les prêts garantis d'État qui permettaient des entreprises de pouvoir faire appel à ce prêt pour pouvoir ne pas mourir. On va faire le point parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas fait le même débat avec mes invités en janvier 2020 où l'économie marchait bien, le chômage baissait, les investissements étaient là et la France avait plutôt le sourire. Et puis patatras, mars 2020, c'est le confinement, c'est le début de cette crise Covid. On en parle avec Pierre Ferracci. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. PDG du groupe Alpha, alors avec deux filiales, 2 structures, Sémaphore qui est d'ailleurs venu sur notre plateau il y a quelques semaines et Secafi. Vous faites du conseil en entreprise, mais aussi du conseil en dialogue social. Vous êtes assez proche de cette question et de certains syndicats, dit-on. Enfin, en tout cas, vous échangez avec Philippe Martinez, par exemple, de la CGT. Ben voilà, on le dit. Où en sommes-nous de ce dialogue social? On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis, on vous dit, peut-être me trompais-je, mais assez proche d'Emmanuel Macron. On en parlera avec vous peut-être d'Emmanuel Macron dans quelques instants. Puis Daniel Cohen est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président fondateur de Zalis. Alors Zalis, c'est une structure de conseil, là aussi. Alors, je ne peux pas utiliser ce mot, ce n'est pas de la restructuration. C'est vous remettez l'entreprise sur ses pieds pour qu'elle aille plus fort et mieux. Est-ce que je définis bien Zalis? C'est pas de la restructuration. C'est très aimable de le présenter comme ça, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est sauver et pas de restructurer l'entreprise par les coûts, en réduisant les coûts. On y reviendra peut-être. Il y a un caractère évidemment humain. Alors, je rappelle la commission Attali, parce que vous êtes proche d'une manière indirecte, parce qu'il y a eu cette commission Attali en 2010 sur la croissance. J'ai envie de dire, quand on regarde cette commission sur la croissance, on n'a pas envie de retirer une virgule et pas un mot. Il y avait pas mal de choses intéressantes dans cette commission Attali de 2010. Non? Il y a des choses à reprendre? Où Emmanuel Macron, d'ailleurs, était très impliqué dans cette commission en 2010. Je vous vois sourire, Pierre Ferracci. Moi, j'y étais. Vous y étiez. Il y avait des choses intéressantes, d'autres qui l'étaient moins. Il y a eu des débats très contradictoires, mais on était dans une logique de croissance et on n'avait pas forcément anticipé une épidémie de ce type. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que les entreprises, quand on parle du monde d'après de façon un peu théorique, vont avoir un triple défi. Sortir de la crise sanitaire, avec les conséquences économiques et sociales qu'on connaît, poursuivre la révolution numérique et digitale qui a quand même des impacts dans les organisations extrêmement lourds. Puis en plus, il y a les contraintes ou les objectifs environnementaux qui pèsent aussi sur les entreprises. Et le vrai problème pour moi, c'est de trouver une articulation et un rythme intelligent pour mener à bien toutes ces révolutions, en évitant de fracasser les salariés sous l'autel de la rentabilité et en transformant peut-être l'entreprise et sa gouvernance pour affronter ces différents défis. Elles vous disent quoi, les entreprises, Daniel Cohen? Vos clients, ceux que vous accompagnez, est-ce qu'on est dans le grand flou? C'est-à-dire qu'on a un mois là, Paris et le Nord, plus 2 départements, on ne va pas revenir sur cette liste des 16 départements. On nous dit qu'il y a 15 départements qui sont évidemment en observation, qui pourraient basculer dans le même type de confinement. Enfin, j'ai l'impression quand même que les entreprises s'arrachent les cheveux là quand même. Si vous voulez, les chefs d'entreprise donnent le sentiment de procrastiner, c'est-à-dire qu'on reporte à demain la prise de décision. Tout simplement parce qu'elles ont du mal à avoir une boussole qui les guide. D'un côté, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va sortir de cette crise. Il y a 1 an, on y était, on y est encore. Et comme je vous disais tout à l'heure, M. Ferracci, je ne sais même pas si dans 1 an, on n'y sera pas encore. Donc à un moment donné, il va falloir s'habituer. C'est effrayant. Donc il va falloir apprendre à manœuvrer dans cet environnement-là. Et puis, il y a un flou qui est construit, et on ne peut pas leur en vouloir par l'État dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on a mis en place, sûrement qu'on va y revenir, un certain nombre d'aides, d'accompagnement, etc. Et tout le monde se demande si ça va être débranché, quand, comment, et pour l'instant, on ne sait pas. C'est la question de fond que vous soulevez. Vous en pensez quoi? Il y a 2 théories. Il y a ceux qui disent, bon, à un moment donné, moi j'avais les chiffres de la dette globale qui est colossale, c'est 2800 milliards d'euros pour l'État, 1400 milliards d'euros pour les ménages et 1200 milliards d'euros pour les entreprises.
dans laquelle on reparlera de la dette Covid, parce que certains disent déjà on ne peut pas la payer. On fait comment pour retirer la prise? On avait évoqué mars, ça a été repoussé par le gouvernement. Là, on va arriver dans une zone de tension fin juin, repoussé probablement de nouveau en septembre. Comment on fait là, Pierre Ferracci? Et je peux rajouter, excusez-moi, je peux rajouter sûrement repoussé, parce qu'on va rentrer dans une année électorale. On va encore gagner quelques mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, le pire pour les entreprises, c'est de gérer l'incertitude. Et là, elle est quand même totale et on ne sait pas très bien où on va. Bon, moi, je vais être d'un tempérament un peu optimiste. Le vaccin va normalement régler la partie, en tout cas de cette crise sanitaire. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, même si la question des variants peut se poser, se renouveler plusieurs fois. Bon, après, le rebond de l'économie, il va falloir que l'État stratège soit très intelligent. On a vu revenir l'État, les États d'ailleurs, pas seulement. Plus que jamais. Plus que jamais. Bien sûr. Bon, je pense que d'ailleurs ça permettra de revisiter peut-être l'économie demain avec un meilleur équilibre entre le poids des marchés et le poids de la puissance publique. Je pense qu'il y a des enjeux de régulation aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, Oui, vous êtes... qui vont faire que l'État devra être là, alors là de façon intelligente, et pas là où on ne l'attend pas, là où il est puissant et où il peut faire des choses que personne ne peut faire à sa place. Donc il faudra renouveler un petit peu le modèle de ce point de vue-là. Après, il y a des sources aussi d'optimisme. Le rebond de l'économie, il peut être assez puissant demain. On a quand même accumulé beaucoup d'épargne. Oui. Bon, il faut faire en sorte que cette épargne demain se transforme en investissement et en consommation, ce qui n'est pas acquis. Non. Moi, je crois qu'il va y avoir le risque de cette sortie de crise, c'est... il y en a qui pensent que le néolibéralisme est derrière nous et que tout le monde a ouvert les yeux, l'entreprise citoyenne, l'entreprise à mission. C'est ce qu'on nous vend en tout cas. Moi, je ne le crois pas du tout et je pense que ça sera un effort considérable pour asseoir sur les rails une nouvelle forme d'entreprise, une nouvelle forme de société. Et que le risque d'une sortie de crise mal maîtrisée, c'est la poursuite des inégalités et l'amplification des inégalités sociales. Pour moi, c'est la mère de toutes les batailles dans le monde, et pas seulement en France. Même s'il y a des enjeux environnementaux, même s'il y a des enjeux de transformation numérique, il y a quand même cette question des inégalités qui peut fracturer la société. Et donc, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron et Jean Castex, tous ceux qui sont aux commandes, devront bien réfléchir à la façon de sortir de la crise. C'est bien de réformer à toute vitesse l'assurance chômage en créant qui revient sur la table. Quelques mois du côté des partenaires sociaux, mais les enjeux sont aujourd'hui très lourds. Et j'évoquais tout à l'heure le triple défi, la crise sanitaire, les enjeux environnementaux et les enjeux numériques. Ça fait beaucoup de choses pour les entreprises à maîtriser. Ça oblige les entreprises à être beaucoup plus réactives et innovantes qu'elles ne l'ont été. Elles le sont déjà. Elles avancent, et donc, les crispations qu'il peut y avoir dans la sortie de crise, il va falloir les maîtriser dans l'entreprise et sur le territoire, mais au niveau de l'appareil d'État également. Daniel Cohen, on entend une éthique, un État stratège qui prend les bonnes décisions, qui oriente ses choix. Vous, au niveau de la relation que vous entretenez avec les entreprises que vous accompagnez, est-ce qu'on peut craindre, effectivement, ce monde merveilleux, on nous dit, ça y est, les managers ont changé, les patrons sont en train de se transformer. Moi, j'entends Pierre Ferracci qui dit, bah non, pas tant que ça. Est-ce que les fonds d'investissement, est-ce que ceux qui investissent à court terme, ils existent toujours? On voit Danone, le bras de fer avec Emmanuel Faber, qui dans un premier temps était placé président, puis finalement est sorti de l'entreprise et va quitter l'entreprise. Est-ce que le néolibéralisme ne revient pas en force? Alors, si vous voulez, il y a deux lignes de fond. Il y a une ligne de fond qui est portée par la nouvelle génération. Ce que je constate, j'enseigne à Sciences Po, je le vois avec mes étudiants, il y a 5-6 ans, ils voulaient tous aller dans les banques d'affaires. Aujourd'hui, j'en ai même qui se retrouvent dans la gendarmerie, qui se retrouvent pompiers, véritablement, qui partent. Une mission, ils ont des missions. Voilà, ils se donnent des missions à eux-mêmes et ils rejoignent des entreprises à mission. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, il y a un changement. J'étais étonné. Ça part d'en bas. Ils étaient en dernière année, ils voulaient tous aller en banque d'affaires. Ils voulaient tous aller à Londres, enfin, c'était le Graal. Pour le dire cash. Là, ils changent. Donc, il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'on voit bien que la nouvelle génération, celle qui est en train de monter, va pousser et va aller dans cette direction-là. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous, le reste ne va pas changer demain matin. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis tout ça dans un congélateur, et la question, c'est aujourd'hui, on va dégeler l'économie, et mon inquiétude, que je partage avec vous, c'est
comment est-ce qu'on va ouvrir tout ça? Donc l'État stratège, c'est très bien. Sans l'entendre Maintenant, depuis il faut 20 ans. qu'il soit tactique. Je veux dire, il faut qu'il soit tactique. Et comment il va œuvrer et agir dans les mois et les semaines qui viennent. Pierre Ferracci, on la paye cette dette, cette fameuse dette Covid, puisqu'on a eu des hommes politiques. On est effectivement presque à 1 an d'une élection présidentielle où, évidemment, il y aura un peu le concours Lépine de toutes les propositions détonnantes, qui risquent d'ailleurs d'être limitées, puisque chaque candidat fera bien attention à ne pas dire n'importe quoi. Ses marges de manœuvre vont être limitées. On la règle, la dette Covid, ou pas? Une dette, ça se règle à un moment ou un autre, mais ça peut se décaler, ça peut se refinancer. Ça peut se rouler. La question, en tout cas, ça ne se supprime pas parce que ça fait fuir tout le monde et on vit dans un monde quand même qui est un peu mondialisé, même si la mondialisation en a pris un coup. Vous avez évoqué le problème de Danone. C'est un peu exemplaire de ce qui peut se passer de bien ou de mal. Moi, je ne vais pas juger la gestion d'Emmanuel Faber ni la gestion de Danone que je ne connais pas suffisamment. Mais enfin, voilà la première entreprise à mission du CAC 40. Avec une démarche sociétale qui est intéressante et qui est compatible avec une rentabilité de l'entreprise qui est présente. Danone n'est pas une entreprise qui n'est pas profitable. Oui. Elle n'est pas dans le rouge. Quelques fonds activistes arrivent où elle n'est pas dans le rouge. Et boum, ça fait tout sauter. Moi, j'ai vu Bruno Le Maire intervenir pour éviter le rapprochement entre Carrefour et le Canadien. Couche-Tard, le Canadien. Couche-Tard. J'aurais préféré que le gouvernement donne un signe là-dessus. Encore une fois, pas pour... En imposant Emmanuel Faber et sa stratégie. Peut-être pas en imposant, mais en tout cas en donnant des signes que la rentabilité à court terme, parce que je veux bien que les fonds activistes voient le long terme et défendent l'entreprise à mission, mais ça fait un petit peu sourire. J'aurais aimé que ce sujet-là soit traité par le gouvernement, puisque dans la loi Pacte, on a fait quelques avancées, à mon avis trop timide, mais on a fait quelques avancées. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit signe, d'autant qu'Emmanuel Faber en a donné quelques-uns du côté du gouvernement pendant la dernière période. Donc ça montre bien que le capitalisme traditionnel, un peu débridé, un peu libéral et parfois ultra-libéral, est toujours en place. Et que la sortie de crise, moi quand je parle de l'État stratège, je suis assez d'accord avec mon interlocuteur. On l'entend depuis 20 ans, Pierre Ferracci. Moi j'ai fait des débats où on parle de l'État stratège, on nous dit qu'il faut trouver des axes, il faut faire des développements et des filières. C'est là que je dis, il devra à la fois tactiquement, parce qu'il y a des enjeux de court terme, être très fin, par exemple pour soutenir des secteurs qui vont avoir besoin d'être soutenus pendant un temps, pour éviter que le flux de procédures collectives soit explosif, parce que là, on n'a jamais eu si peu. Oui, mais parce qu'on a protégé avec les PGE des entreprises qui pourraient peut-être caler en 2020. Mais il y en a quelques-unes qu'il faudra protéger à la sortie de crise, donc là c'est un enjeu tactique. Après, il y a un enjeu de stratégie pour l'État, c'est de savoir quel modèle on veut. Un modèle plutôt anglo-saxon et assez radical dans la gestion du capitalisme, un modèle plutôt rhénan ou scandinave, qui pèse lourd quand même dans l'Europe, avec l'Allemagne, avec les pays du Nord, qui d'ailleurs de temps en temps nous impose des contraintes en matière de protection. On l'a vu avec AstraZeneca, un peu c'est fort. les Danois qui freinent. Voilà. Bon, est-ce qu'on va vers ce type de capitalisme ou vers celui-là? C'est pas tout à fait la même chose, ni pour l'Europe, ni pour la France. Mais excusez-moi. Et là, moi, j'attends que l'État il soit un peu stratège et qu'Emmanuel Macron s'engage un peu plus sur ces questions. Vous le connaissez tous les deux, Emmanuel Macron, c'est le président de la République. On peut plus gouverner dans une situation pareille, une situation de crise pareille. On peut plus faire de stratégie, on n'est que dans du court terme. Chaque décision qui est prise est contredite le lendemain. Comment on fait concrètement pour gouverner dans ces conditions ? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de stratégie et de tactique, il faut avoir une vision long terme. Cette vision long terme, je pense que Emmanuel Macron, en arrivant, l'avait. Il l'avait totalement. Mais elle s'est dissoute, là. Elle s'est dissoute, c'est-à-dire qu'il a été confronté au choix tactique, et au-delà même de la crise, parce que je suis intimement convaincu que cette crise aurait pu être un formidable accélérateur aux réformes. Aurait pu être, vous êtes déjà pessimiste là, parce que le aurait pu être, ça veut dire que c'est plié. Si vous voulez, quand 12 mois plus tard, vous voyez qu'on n'en a pas profité suffisamment, alors je ne sais pas ce que Pierre en pensera, mais quand je vois que de 12 mois plus tard, on n'en a pas profité suffisamment, évidemment, je doute pour la suite. J'aimerais bien que ça change. Enfin, comprenez-moi bien. Enfin, On aurait pu en profiter, c'est-à-dire pour créer une forme d'accélérateur de transformation qui n'est pas suffisant. À tous les niveaux. L'hôpital, on en parle tous les jours. Qui est très malade. Le système de santé, on en parle tous les jours. Tout ça, ça aurait pu être traité. Enfin, on avait accélérer les réformes. Il n'y en a pas eu. Et on savait. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de la commission, donc il y avait des tas de lignes, il y en a d'autres, il y a des suggestions, il y a des tas de rapports qui sortent tous les jours. Donc tout ça aurait pu être lancé dans cette période. On ne peut plus gouverner, Pierre Ferracci. Moi, je pense qu'on peut encore en profiter, mais ça va être difficile. Il y a un peu plus d'optimisme chez vous. Emmanuel Macron s'est payé les gilets jaunes et la crise sanitaire. Pourquoi je dis les gilets jaunes? Il s'est payé une société qui est à bout de souffle, qui est totalement fracturée, éclatée, et qui en plus derrière se prend une crise sanitaire
qui développe les inégalités. Tout le monde n'est pas en Qui télétravail. les creuse, c'est vrai. Tout le monde ne protège pas son pouvoir d'achat. Il y en a qui sont au chômage, même si le système d'activité partielle protège un peu, il ne protège pas de tout. Donc le risque, et c'est pour ça que je pense qu'il faut en profiter au bon sens du terme, le risque, c'est que les inégalités se creusent. Emmanuel Macron est arrivé à la présidence en disant que c'était aussi une bataille essentielle. C'est vrai. Bon, il faut qu'il amène et qu'il profite de la crise. Il n'a plus le temps, Pierre Ferracci, à moins d'un mandat mais prochain. Il faut donner des signes. La réforme des retraites, c'est l'enjeu du prochain quinquennat. Donc ça va être un débat de l'élection présidentielle, forcément. Il n'a pas pu la mettre en œuvre. Elle était contestée. Il va bien falloir réfléchir, encore une fois, à cette sortie de crise. Quand j'évoque l'articulation entre l'économique, le social et l'environnemental, prenez le cas de l'automobile. C'est bien de dire que... L'hydrogène électrique. Oui, mais c'est bien de dire que le diesel ne doit plus apparaître dans les villes en 2024 et le moteur thermique en 2030. Mais à Rodez, il va y avoir quelques centaines de suppressions d'emplois. C'est Bosch. Absolument. Il y a un problème de rythme. Et là, je pense que les partenaires sociaux, les parties prenantes de ou l'entreprise... d'anticipation, Pierre Ferracci. Oui, ont un rôle clair. Oui, mais enfin, de temps en temps, l'anticipation, il faut aussi que les politiques la prennent en compte et qu'on n'impose pas aux entreprises, aux partenaires sociaux, c'est sûr que là... aux syndicats de salariés, un rythme les trop injecteurs élevé. diesel, on n'en veut plus, puisque par essence, c'est ce qu'ils fabriquent à Rodez. Je sais très bien qu'il faut basculer dans ce monde nouveau qui sera demain tout électrique. Il faut simplement le faire avec un rythme qui est soutenable sur le plan social et sur le plan économique. Il y a une compétitivité à préserver, il y a une sécurité pour les salariés à préserver, et il y a des enjeux environnementaux que tout le monde s'accorde à prendre en compte. Je vais vous la poser parce que on est sur cette espèce de ligne de crête, un capitalisme, je dirais, rénové, plus humain, avec évidemment des cadres législatifs, parce que ça passera par des lois. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un grand chambardement des entreprises? Est-ce que là, sans nous le dire, en sous-main, se négocient des rachats? Est-ce que des fonds sont en train de profiter de tout cela? Je vois Pierre Ferracci qui rit, mais on sent bien qu'en dessous, au-delà des caméras, si vous voulez, ça bouge. Oui, ça bouge. Si vous voulez, aujourd'hui... il faut bien comprendre qu'on a mis 130 milliards de dettes non productives dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est une dette qui n'a rien créé. Juste sauver. Juste sauver, c'est-à-dire qu'on a pour la première fois de l'histoire, je ne me souviens pas d'une autre situation où on ait injecté de l'argent, non pas pour investir, c'est pas un plan Marshall, on injecte de l'argent pour sauver les boîtes. C'est une dette qui ne crée rien. Ça vous permet de vous maintenir en vie. À la différence des dettes que l'on contracte habituellement, où lorsque vous remboursez, vous avez investi et vous avez le fruit de cet investissement si ça a été investi correctement. Là, non, on est face à ça. On a sauvé des salariés, excusez-moi. Non, mais c'est parfait. Non, attendez, je ne suis pas en train de dire que c'est ils ont un peu pas bien. consommé. Voilà, donc on a mis 130 milliards et ça, c'est pour sauver ces entreprises, sauver des emplois, et il le fallait. Temporairement d'ailleurs, pour certains. En face, on est en train de mettre 20 milliards, c'était l'annonce d'avant-hier, pour renforcer les fonds propres. Si vous voulez, quand vous avez une dette, dans n'importe quel bilan de 130 milliards, en règle générale, je ne suis pas un grand économiste, mais on vous dit, face à ces 130 milliards, on va mettre 130 milliards de fonds propres. Là, il n'y a que 20. Là, il n'y a que 20. Donc, si vous voulez, c'est bien, on commence. Donc, cet argent-là... Pour sauver les entreprises. Pour sauver les entreprises. Et je reviens à votre question, c'est-à-dire que là, on va investir, on va aider à renforcer les fonds propres d'entreprises à hauteur de 20 milliards. Et les fonds étrangers, chinois en particulier, j'ai rien contre les Chinois. Sortis du Covid, il faut le rappeler. Voilà, sortis du Covid, avec beaucoup d'argent, se déploient aux quatre coins de la planète et viennent nous voir. Nous-mêmes, chez Thalys, frappent à la porte en disant, si vous voyez des situations, on a de l'argent. Bien sûr. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État ne pouvait pas faire autrement que... Parce que il y avait quelques outils à utiliser. L'État français a fait ses choix, et c'est parfait, et on ne va pas le critiquer. Donc les Chinois sont à la porte et se disent, voilà, on est donc prêts. aujourd'hui, la grande question, c'est le renforcement des fonds propres. Si au-delà de sauver les emplois, parce que ça, il faut à tout prix le poursuivre, on veut sauver ces entreprises et les garder françaises. Avant de nous quitter, Pierre Ferracci, vous avez évoqué dès le début de l'entretien cette idée de la transformation digitale. On a beaucoup d'invités qui nous disent on est en pleine transformation. Certains ont déjà accompli leur transformation, je pense aux banques, mais d'autres sont en pleine transformation. Est-ce que vous nous dites, et vous qui avez aussi l'oreille de Philippe Martinez, des partenaires sociaux, c'est un sujet qui vous tient très à cœur, est-ce que vous dites la transformation digitale, c'est aussi des emplois qui vont disparaître? C'est aussi une amélioration de notre compétitivité, mais aussi et en même temps la perte d'emplois?
Oui, mais la création d'emplois nouveaux aussi. Donc la question des transitions entre les emplois qui disparaissent ou qui sont menacés, qui disparaissent pas totalement, et les emplois nouveaux, elle est décisive. Et là, il faut mettre des moyens puissants que le gouvernement a commencé à mettre en œuvre, peut-être insuffisamment dotés pour l'instant. Les partenaires sociaux en ont conscience. Alors il y a la question des fonds propres qui était évoquée, qui est à mon avis cruciale. Pas suffisant. Pas suffisant, mais dans les PGE, il y en a qui peuvent utiliser les fonds qu'ils ont obtenus de l'État pour investir demain. Il faudra être vigilant. C'est pour ça qu'il ne faut pas les retirer. Oui, il y en a d'autres qui seront en difficulté pour les rembourser. La question du renforcement des fonds propres est clé. Mais la question du renforcement des transitions pour les salariés, elle est fondamentale. Parce que l'univers digital qui touche toutes les entreprises, en plus du télétravail d'ailleurs, qui incite aussi à se réorganiser autrement. 4 jours sur 5 à éviter les excès. Ça ne sera pas 4 jours sur 5 demain, c'est souhaitable. L'entreprise, c'est un lien social. Ce n'est pas simplement tout à distance avec Zoom et Teams. C'est un vrai sujet, ça. Mais c'est un vrai sujet. Moi, je me marre en regardant les analyses de productivité qui sont faites là dans l'urgence. On ne peut rien dire aujourd'hui sur les enjeux de productivité. Vous n'y croyez pas, l'idée que ça marche bien en télétravail ? Il y a des choses qui marcheront bien et ça, il faudra le prendre en compte. Et il y aura mais ce n'est pas aussi rêvé qu'on le dit. Mais bien sûr, il y aura des facteurs négatifs pour la productivité si on développe à l'excès le télétravail et si on casse ce lien social. Compris en termes d'innovation, l'innovation c'est d'abord du collectif ensemble. Et rassemblé, pas toujours à distance. Donc il faudra trouver un équilibre là aussi, pas tomber dans un excès ou dans l'autre. Donc la question des transitions professionnelles par contre, elle est clé. Et il faut mettre des moyens puissants, aussi bien dans les entreprises qu'au niveau des régions et de la puissance publique, pour réussir cette transformation des emplois. 30 secondes chacun. La sortie de crise, c'est pour quand ? Vous qui êtes connectés aux entreprises, elles vous posent cette question. Vous qui transformez, vous qui les accompagnez. Ça se termine quand, selon vous ? Alors, ma réponse, comme on ne sait pas, il faut commencer à s'adapter dès maintenant. Il faut utiliser l'argent des PGE, vous l'avez dit, pour ceux investir. Voilà, parce que quand on nous parle de rembourser, non, remboursez pas, investissez, parce que vous avez 5 ans pour rembourser. Et c'est du capital. Et c'est du... Enfin, c'est pas vraiment des fonds propres, mais bon, en tout cas, investissez si vous en avez la possibilité et commencez à bouger tout de suite, parce que de toute façon, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc il faut bouger. Donc n'attendez pas, allez-y. Allez-y tout de suite. On sort quand, Pierre Ferracci ? Moi, je pense que si le vaccin est aussi efficace qu'on le dit, et je pense que pour l'instant, il démontre son efficacité, mais si on arrive à vacciner massivement, fin d'année, début d'année, je pense que la relance sera là. Et là, il faudra être intelligent pour ne pas louper les aiguillages nécessaires. Et puis on attendra évidemment le moment où la perfusion est retirée et voir combien d'entreprises, en un mot, doivent être accompagnées. On a bien entendu votre message parce que certaines, elles le savent, quand on retirera la prise, eh bien, elles tomberont. Et ça, c'est un vrai sujet d'enjeu pour l'État stratège. Merci à vous, messieurs. Je serais resté encore une demi-heure de plus. Vous aviez plein d'autres sujets, je sais, Daniel Cohen. Merci à Pierre Ferracci. Je précise que vous êtes aussi le président du club de foot Paris Football Club, parce que c'est aussi votre passion et qu'il faut aussi le préciser, c'est quelque chose que vous portez. Le football est aussi en crise. Et le football et le sport amateur a des difficultés, pas le professionnel, parce qu'on continue à avoir des matchs, mais le sport amateur est en souffrance dans tous les sports. Merci à vous, Daniel Cohen, président fondateur de Zalis. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Écoutez... La prochaine fois, on parlera peut-être des attaques cyber, parce que le digital en France, c'est pas suffisamment, et ça sera un autre sujet. Les attaques cyber et le problème de l'assurance. On ne parle jamais de l'assurance et des attaques cyber, mais c'est un sujet qui est en train de monter très sérieusement. Comment s'assurer en cas d'attaque cyber ? Ça, Il va y en avoir de plus en plus. C'est un sujet intéressant. Merci à vous, messieurs.